Bonjour. Bon, c'est un sacré plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Vous allez profiter de mon accent et vérifier que je viens bien de France. Avant de vous parler longuement de ce que je fais, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de qui je suis. Je peux vous partager deux petites choses personnelles. Par exemple, je peux vous parler de ce que j'aime. Alors, ce que j'aime bien manger. Alors, j'avoue un petit faible pour les bons vins, pour les fromages un peu forts. Et puis, je peux vous parler de ce que je n'aime pas. Alors, ce que je n'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai un caractère très, très indépendant. En fait, si je devais me présenter en un mot, je dirais que je suis cliché. Non, mais c'est bien moi. Pour en venir à ce que je fais, je travaille pour le groupe Orange et je suis facilitateur DevOps. Donc, au quotidien, j'accompagne les équipes et leurs managers dans les évolutions de leur mode de fonctionnement. Alors, Orange, c'est l'opérateur téléphonique historique français. C'est aussi un grand groupe qui fournit des services assez divers comme l'Internet au débit pour tous, des services de télévision ou des services bancaires. Dans ce grand groupe, je travaille pour la DSI France. Et dans la DSI France, je travaille pour une petite entité qui s'appelle la Digital Factory. Et dont le cœur de métier, c'est le web et le big data. Et cette petite entité, elle a deux particularités que je vous partage parce que ça va vous permettre de mieux comprendre mon histoire. La première particularité, c'est qu'elle regroupe sous la même direction les équipes de dev et opérationnelles. Là où ailleurs, ce sont des équipes plutôt silotées qui font partie d'entités bien distinctes. Et d'ailleurs, nous avons nos opérationnels, y compris l'infrastructure chez nous, puisque nous avons nos propres data centers. Notre autre particularité, c'est que par notre histoire, on a une forte proximité avec nos business et nos marketing. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon voyage à la découverte de DevOps, de celui qui m'a fait aller de l'idée que DevOps, c'était une histoire de confusion entre des devs et des ops, à celle que j'ai aujourd'hui, qui est que DevOps, c'est un levier incontournable pour se différencier par l'innovation dans des marchés qui sont toujours plus incertains et complexes. Et mon histoire avec DevOps, elle démarre avec mon entretien pour rejoindre les équipes opérationnelles de la Digital Factory. Donc c'est lorsque celui qui allait devenir mon manager me dit qu'il cherche du monde pour animer la transition DevOps de ses équipes. Et donc il me fait découvrir DevOps par le fameux mur des confusions. Le mur des confusions, c'est la première image que vous trouvez sur Internet lorsque vous essayez d'avoir de l'information sur DevOps. Alors voilà ce que ça dit. Il y a d'un côté des équipes de développement qui livrent de plus en plus fréquemment grâce aux méthodes agiles et qui veulent voir, leur travail en production. Et puis il y a de l'autre des opérationnels qui voient en chaque déploiement un risque d'instabilité pour la production et qui sont méfiants vis-à-vis de tout changement. Et donc, le mur de confusion et d'incompréhension qui se dresse entre eux. Alors, oups, désolé, l'histoire dit que le dev, une fois qu'il a livré, il se désintéresse complètement de ce qui se passe en production. Et l'opérationnel, parce qu'il est loin du business, et entre autres à cause de ce fameux mur, il serait complètement déconnecté des besoins du client et complètement inapte à la prise de risque. Et donc le DevOps aurait pour vocation à casser ce mur. Alors dans le passé, j'ai fait du développement. J'ai produit du code, j'ai corrigé le code d'autres personnes, j'ai fait un petit peu de tests, et puis j'ai été opérationnel. J'ai fait de l'administration système, j'ai monté des serveurs, j'ai même tiré des câbles. Donc j'ai vu concrètement les deux côtés du mur. Et j'ai été release manager. Alors release manager, je recevais ce que les équipes de développement livraient. Je vérifiais que ça correspondait bien à un certain nombre de critères. Et puis, je travaillais avec les opérationnels pour assurer la mise en production de ce qui était livré. En clair, j'étais tout en haut de ce mur et je faisais passer des paquets d'un côté et de l'autre. Donc DevOps, ça m'a parlé de suite. Et pourtant,
Pourtant, je sais que les jours de déploiement, alors c'était plutôt le week-end, la nuit, parce qu'on travaillait sur des applications sensibles, lorsqu'un problème de déploiement survenait. Et alors autant vous dire qu'avec une organisation comme la nôtre, bien rodée, chacun sa case, son petit processus tout bien carré, des passages de relais nickel, eh bien tout était bien déterministe. Les problèmes de mise en production, c'était systématique. Et comme il n'était pas question d'impacter nos utilisateurs et qu'il fallait trouver des solutions, eh bien, dans ces cas-là, moi j'ai toujours vu les devs, les ops, moi, parce que je descendais de mon petit mur, solidaires et investis à la résolution du problème, quel qu'il soit, que ce soit un bug applicatif ou un problème de conf de load balancer. Donc voilà, ce mur, il a une part de vrai, mais c'est aussi un beau cliché. Mais il faut avouer, hein, on démarre souvent nos aventures avec des petits clichés en tête. Et donc j'ai eu le poste. Et il n'est pas question de démarrer l'aventure sans quelques renseignements complémentaires. Alors je suis allée voir dans la littérature, sur Internet. Et ma première source d'inspiration, ça a été ce livre, Le projet Phoenix de Ginny Kim. Donc pourquoi celui-là? Déjà, c'est un roman, il est facile à lire. Moi je trouve que c'est un bon argument pour commencer. Et puis, il ne se présente pas comme le petit manuel du DevOps parfait. Alors vous savez, on a plein de livres comme ça qui donnent les ingrédients, les étapes de la recette, étape 1, étape 2, 30 minutes au four, voilà, vous avez un beau DevOps. C'est pas du tout ça. C'est plutôt un parcours initiatique. Donc du coup, on s'identifie au personnage principal. Et donc ce qu'il vit fait écho à ce qu'on vit au quotidien. Et puis, ça permet de réfléchir à son contexte au fur et à mesure que le personnage amène sa propre réflexion. Bon, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai lu. Et ce livre, ça a été le petit bout de fil. Vous savez, celui qu'on saisit, que l'on tire, et qui permet de dérouler la pelote et d'aller plus loin. Et avec une prise de conscience. La finalité de DevOps, elle est au-delà de ce mur de confusion. La finalité de DevOps, c'est de permettre un flux continu de livraison de valeur pour les clients d'entreprise. DevOps se nourrit de principes lean. Hein. Il s'agit de livrer en flux direct, de façon fluide, en intégrant les notions de juste qualité, de juste investissement, de livrer de façon incrémentale et au plus vite, ce qui apporte de la valeur aux clients. Et pour ça, DevOps se dote d'outils. Alors, vous connaissez l'automatisation des tests, vous avez entendu parler de l'intégration continue, du déploiement continu. Et DevOps s'appuie sur l'autonomie et la forte collaboration des acteurs réunis autour de cette chaîne de valeur. Je pense que ça doit vous dire quelque chose. Hein. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. On parle généralement d'Agile lorsqu'on regarde les phases de développement. Et on parle de DevOps lorsqu'on intègre le cycle jusqu'à la production. Et puis même, on parle de BizDevOps lorsqu'on arrive à embarquer les business dans ces modes de fonctionnement, mais je crois que c'est aussi la vocation d'Agile. Pour fonctionner, contrairement à ça, pour fonctionner, DevOps s'appuie sur 4 piliers. La culture, l'automatisation, la mesure et le partage. Alors la culture, c'est la proximité des métiers et c'est la responsabilité collective. L'automatisation pour la diminution du temps de cycle, la diminution des erreurs, la diminution du stress aussi. La mesure parce qu'on mesure tout et tout ce qui permet de piloter ensemble. Et le partage parce qu'avec DevOps, on est dans le même bateau. Alors on partage les enjeux, les outils, les problèmes, les réussites aussi. Comme on souhaite être la Human Digital Factory, notre DevOps est bien basé sur ces 4 piliers. Mais nous avons mis l'équipe au centre. Alors l'équipe au centre, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. L'équipe est au centre de tout. Son objectif, c'est de livrer de la valeur aux clients. Là, on pourrait dire, OK, bon, c'est fini, bye Stéphanie, rentre chez toi. Après tout, DevOps, c'est une équipe agile avec un opérationnel dedans. On a résolu le problème. Facile. C'est pas si facile que ça.
Les métiers de nos opérationnels sont divers, mais ils sont souvent administrateurs système. Alors ce sont eux qui installent et bichonnent nos serveurs, nos réseaux. Mais pas que, ce sont aussi eux qui sont le relais essentiel dans les mises en production parce qu'ils en maîtrisent l'outillage. Et puis, c'est aussi souvent eux qui sont en charge du maintien en condition opérationnelle de nos applications et qui donc décrochent le téléphone en cas de problème, y compris à 4 heures du matin. Lorsque j'ai préparé cette présentation, une image m'est venue en tête en pensant aux opérationnels. Alors vous allez voir des images dans ma tête, il y en a quelques-unes. Et c'est celle-là, qui m'est apparue. Connaissez-vous les Dabbawalas? Donc en Inde, à Mumbai, les Dabbawalas, ce sont 5000 livreurs qui chaque jour livrent 200 000 dabbas. Les dabbas, ce sont les boîtes lunch, les boîtes à lunch que vous voyez là. Alors voilà comment ça marche. Le matin, ils font le tour des familles. Ils récupèrent les boîtes repas avec le repas cuisiné par chaque famille. Et ils assurent la livraison de chaque boîte à son destinataire, au bureau. Et puis ensuite, ils ramènent chaque boîte jusqu'aux maisons. Alors je vous laisse imaginer l'imbrication de chaque livraison. Et le tout avec un taux d'erreur tellement faible qu'ils forcent le respect et qu'on enseigne leur histoire dans les cours de gestion de projet. La vie de nos opérationnels a parfois quelque chose à voir avec la vie des Dabbawalas, un tout petit peu. Ils ont la charge de livrer des paquets dans les conditions les meilleures à destination. Ils jonglent avec de multiples produits, emballés pareil ou pas. Alors avec une différence, nos Dabbawalas n'ont pas la responsabilité du contenu des boîtes repas. Nos opérationnels, ce seraient des Dabbawalas à qui on demanderait d'être capables quand même de rectifier un assaisonnement, de modifier un accompagnement. Nos opérationnels, ils sont très occupés à déployer des paquets en production. Ils sont très occupés à corriger des problèmes sur la production. Et la production, c'est juste leur priorité. Alors c'est très difficile de sanctuariser de leur temps pour qu'ils puissent faire profiter les équipes de leur expertise. Et quand bien même, les équipes n'ont pas toujours besoin d'un opérationnel à plein temps. L'intégration des opérationnels dans les équipes agiles, c'est une question qui ne se résout pas juste en disant il n'y a qu'à en prendre un. C'est une question d'organisation et qui demande d'inventer de nouveaux modes de fonctionnement. Donc, armée de cette nouvelle connaissance, j'ai démarré mon accompagnement DevOps avec une idée que j'aimais beaucoup, une idée dont j'étais très fière. Mon idée, c'était de s'appuyer sur les forces de nos équipes. Nos équipes sont très technocentrées pour démarrer un grand mouvement DevOps. Et mon idée, c'était de démarrer avec l'automatisation du CAM. Donc le CAM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Change Advisory Board. C'est l'autorité compétente lorsqu'on implémente ITIL pour regarder le risque que représente un déploiement en fonction de sa sensibilité, de sa qualité ou de sa concomitance avec d'autres déploiements. C'est un comité qui dit si un déploiement est autorisé en production ou pas. C'est souvent un gros comité hebdomadaire et il est considéré comme un frein à l'accélération des déploiements. Et donc, mon idée, c'était de démarrer avec l'automatisation du CAP pour embarquer la mise en œuvre de bonnes pratiques DevOps. J'avais fait un beau schéma avec vous savez, ces schémas avec plein d'engrenages. Et chaque engrenage, c'était une bonne qualité DevOps. Et le tout était entraîné par l'automatisation du CAP. Parce que l'automatisation du CAP, eh bien, ça nécessite l'automatisation des chaînes de livraison. Et ça intègre les besoins du livrable, mais aussi les besoins opérationnels, inclut la gestion des impacts sur les SLA. Automatiser le CAP, ça veut dire avoir des garanties automatiques sur la qualité du livrable, mais aussi sur la maintenabilité du livrable. Et donc, ça oblige un travail de collaboration Dev et Ops pour permettre un enregistrement automatique du changement sans passage en comité. Alors, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un travail engagé très tôt entre les devs et les ops. Alors, c'est l'objectif du Ops by Design. Le Ops by Design qui devait réduire
la charge routinière des opérationnels et donc les rendre plus disponibles sur leur domaine d'expertise. Le Ops by Design qui permet de réduire les sources d'incompréhension et donc de conflits. C'est l'idée qu'il y a derrière le shift left. On démarre plutôt ensemble, on vérifie de suite que la qualité est là, on anticipe. Alors dans cet esprit, nos opérationnels, eh bien, ils ont produit un document qu'ils ont nommé « Besoin d'exploitabilité ». Besoin d'exploitabilité, c'est un document qui devait être partagé avec les équipes de développement et qui devait permettre aux équipes de développement de mieux comprendre les attentes des équipes opérationnelles. Et donc, en ayant une meilleure compréhension de ces besoins, eh bien, ils intégreraient les besoins opérationnels dès la première ligne de code. Et c'était un plan parfait. Moi, ça devait se dérouler sans accroc. Alors, il s'avère que pour échanger, on a échangé. Ça a commencé par t'es qui, toi, là, pour avoir des exigences? Moi, je n'avais pas d'exigences, je partageais des besoins. Il y avait une petite nuance. Et puis, il y a eu le débat des experts sur les pipelines de livraison. Il y a eu Ansible contre Chef, le choc des titans. Et puis, un bonhomme, une équipe de dev est venue et puis il nous a dit « Non mais 100% des tests automatisés? Non mais même pas en rêve. Hein. Non mais moi, ça coûte trop cher, je ne sais pas faire. Des environnements isoprod, je ne pourrais jamais avoir dans mon contexte. » Non, moi ce que je sais faire, c'est surveiller finement mes utilisateurs. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais mettre en production mon logiciel qui n'est même pas 100% testé et je vais surveiller mes utilisateurs. En cas de doute, je sais faire machine arrière, ça c'est immédiat et transparent et c'est comme ça que ça va marcher. Et à la production, on l'a regardé avec des gros yeux et on s'est dit mais c'est un grand malade. Donc voilà, je voulais faire germer la paix, l'harmonie. J'ai juste semé la zizanie et vous avez devant vous un génie incompris. Mais l'automatisation, elle n'embarque pas la compréhension commune. Et force est de constater que l'automatisation, elle ne fédère pas une culture commune et elle ne permet pas le partage de faits d'objectifs communs. Au niveau du groupe Orange, alors là on parle d'une échelle de quelques milliers de personnes, hein, il a été constaté qu'un projet sur 3, bien qu'ayant un bon niveau d'automatisation, échoue dans sa démarche DevOps. L'objectif, ce n'est pas d'outiller ou de procédurer. L'objectif, c'est d'instaurer la confiance plutôt que la vérification. C'est de fédérer les efforts sur un objectif commun. Et la compréhension commune, eh bien, elle a demandé d'autres leviers. Il a fallu mieux se connaître. Alors, on a organisé des vie-ma-vie d'opérationnels. C'était simple. C'était une visite du data center, participation ou un brief opérationnel du matin, participation au CAB, rencontre avec les équipes de run, ceux qui sont derrière les écrans de monitoring, enfin toutes ces tâches qui sont essentiellement opérationnelles chez nous. Et puis, on a ouvert nos outils opérationnels à tous. Alors ça, c'était une forte demande des équipes de développement. Et ils ont pu voir en toute transparence le contenu de leur ticket d'incident ou le monitoring. Et puis parce qu'il faut apporter des solutions plutôt que des contraintes, c'est le rôle déterminant qu'ont joué certains responsables de CAM, qui ont regardé chaque situation, même lorsque l'automatisation n'était pas parfaitement en place, et pour y apporter des solutions. Par exemple, notre dev, celui de tout à l'heure, eh bien, ils l'ont autorisé à déployer en production, mais pas seulement, à déployer en production de façon continue et automatique. Seulement, la confiance avec cette équipe de dev, elle est établie et elle est établie sur la durée. Ce sont ces mêmes équipes de développement qui sont très impliquées dans un mouvement qui se nomme Software Craftsmanship et qui prône une qualité de code irréprochable. Et là, ben voilà, c'est un échange de bons procédés où chacun avance l'un avec l'autre et dans l'intérêt de l'entreprise. Donc vous l'avez compris, le pilier partage, c'est vraiment un pilier essentiel du DevOps. La mesure, elle est aussi. Alors n'importe quelle mesure, toutes, mais pas pour n'importe quel usage. Lorsqu'un pourcentage de conformité devient KPI, avec une cible à atteindre et une note affichée,
D'après vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça génère une saine émulation pour faire mieux encore? Je vais vous donner un exemple pour vous permettre de comprendre ce que j'ai en tête. Lorsque vous étiez étudiant et que le prof, on va dire le prof de mathématiques, parce que c'est bien le genre à faire un truc pareil, rendait les copiés en annonçant les notes à haute voix, de la meilleure à la plus basse, et lorsque vous n'aviez pas une bonne note, est-ce que ça a déclenché un profond amour des mathématiques? Ou est-ce que ça vous a donné envie de ne plus être montré du doigt, quitte à glisser quelques antisèches dans la trousse? Voilà, vous avez compris là où je veux en venir. Il arrive un moment où l'apparence de la mesure devient plus importante que l'objectif derrière la mesure. C'est ce qui donne naissance au fameux KPI pastèque. Il est rouge dedans, il est vert dehors. Comme on est un petit comité, que je suis curieuse, je voulais vous poser une question. Qui d'entre vous a déjà été tenté de repeindre un KPI rouge en vert? De manipuler une mesure pour qu'elle ne soit pas un obstacle sur le chemin? Alors je sais que vous avez été juste tenté, que vous ne l'avez pas fait, bien sûr. Mais si vous avez été tenté, levez la main, juste pour voir. Soyez pas timide. Merci à ceux qui ne m'ont pas abandonné. Il arrive un moment où perdre le sens de ce qu'on réalise nous amène à faire de grosses erreurs dans l'interprétation de la mesure. Et je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Si je reprends mes besoins d'exploitabilité, dont la finalité, c'était de rapprocher des équipes, sur une de nos applications, l'opérationnel de terrain disait « Cette application répond à 95% des besoins d'exploitabilité. C'est le meilleur taux de couverture que j'ai eu à ce jour. » Le manager disait « Ce n'est pas bon. Tout n'est pas en place. » Il avait raison, hein, tout n'était pas en place. Juste, je vous laisse deviner lequel des deux messages était porteur de proximité et d'engagement pour les équipes. En ce qui concerne la mesure, il y a un exemple que j'aime beaucoup citer. Alors au point que j'en radote un peu, mais bon, j'espère que voilà, vous ne l'avez pas trop entendu. Il s'agit d'un exemple qui est donné par Yves Morieux du Boston Consulting Group. Il parle d'une course de relais. Et c'est une course de relais féminine qui oppose deux équipes, dont une est donnée gagnante, parce que les performances individuelles de ces coureuses, elles sont juste stratosphériques. Et pourtant, c'est la deuxième équipe qui gagne. Et ce qui les fait gagner, ce sont des éléments qui ne sont pas traduisibles en KPI. C'est la fluidité des échanges, c'est la bonne coordination des coureuses, c'est la connaissance qu'elles ont les unes des autres et qui leur permet une bonne collaboration. Si on prend cet exemple et qu'on regarde notre mode de travail, eh bien, c'est ce qui fait la différence entre notre fonctionnement où tout est siloté, bien isolé, optimisé localement, avec des passages de relais formels sur lesquels on est capable de poser des KPI indépendants, et DevOps. DevOps qui s'attache à une fluidité de bout en bout et où c'est la collaboration des hommes qui fait la différence. Donc voilà, dans DevOps, on mesure tout. On mesure ce qui est technique, on mesure ce qui n'est pas technique, on mesure même la satisfaction des équipes. Mais ces mesures, elles servent à l'équipe Dev et Ops pour leur permettre de piloter ensemble et dans le sens de l'objectif commun. Tout ça pour vous dire que DevOps, c'est d'abord un état d'esprit. Et ce n'est pas une méthode, et ce n'est pas un métier, ce n'est pas un outil, ce n'est pas une équipe non plus. Alors les équipes DevOps, ça aussi, on a essayé les équipes DevOps. Alors ce que ça a donné, on a eu Dev et DevOps, un mur, DevOps, Ops, un mur. 2 murs pour le prix d'un, on a gagné. Là, peut-être, vous vous dites, ils se trompent beaucoup, ces gens d'Orange là qui viennent nous parler de DevOps. Hein. Ouais, oui. Et c'est même le cœur du sujet, en fait. DevOps, c'est une démarche d'amélioration continue. On croise tous les jours des cailloux sur notre chemin. Notre force, ce n'est pas d'avoir identifié et enlevé tous ces cailloux pour avoir une belle autoroute. On ne sait pas faire. Non, notre force, c'est de savoir que les obstacles vont faire partie de la route et de les accepter et
et d'oser faire quand même, quitte à se tromper, et de repartir toujours, plus aguerri et fort de notre expérience. DevOps, c'est vraiment un état d'esprit. Nos 4 piliers apportent un équilibre. Mais c'est une transition qui ne se fait pas sans effort. Un accompagnement au changement est souvent nécessaire. Dans notre entité, cet accompagnement au changement, nous avons des cellules transverses pour le faire. Alors, on a des cellules sur plusieurs sujets. On a des cellules API, des cellules Martech, des cellules sécurité, donc une cellule agile et DevOps. Donc, notre cellule Agile et DevOps, c'est un peu notre think tank transverse. Il est constitué, c'est un groupe de travail, il est constitué de personnes passionnées, de profils vraiment divers. Il y a des développeurs, des opérationnels, des gens du terrain, des managers. Et son objectif, c'est d'animer une communauté Agile et DevOps. C'est d'avoir connaissance de l'état de l'art, mais aussi de faire de la veille, de partager des bonnes pratiques, des préconisations, de faire de la facilitation et du partage. Et pour faire de la facilitation, on s'est doté d'un outil d'évaluation de la maturité DevOps des applications. Alors on l'a nommé, on a été très créatif, on l'a nommé le DevOps Maître. Le DevOps Maître, c'est un questionnaire auquel on a associé pour chaque question des bonnes pratiques. C'est ce qui nous a permis de démarrer notre démarche d'accompagnement et de permettre aux équipes de s'évaluer et d'identifier les pas à faire pour aller un peu plus loin dans leur démarche DevOps. Ça a été très utile pour les équipes, mais là où nous, on en a appris le plus, c'est lorsqu'on a croisé le résultat de tous ces DevOps maîtres et des observations qu'on avait pu faire. Et ce qu'on a constaté, c'est que le terrain s'était emparé de tout ce qui était à sa portée. Alors des fois, c'était juste une évidence. En session d'évaluation DevOps Maître, un opérationnel disait moi, je n'ai pas de visibilité sur ce que attend le business. Et la personne qui avait ces éléments-là, qui rencontrait l'opérationnel pour la première fois d'ailleurs, elle partageait l'information, c'était évident. Parfois, les solutions, elles ont demandé beaucoup d'efforts et de la sueur. Par exemple, ce sont des équipes DevOps et Ops, dont les managers se sont beaucoup investis à désiloter leurs équipes, à partager les outils, à revoir la répartition des tâches pour gommer la ligne de frontière entre leurs deux équipes, quitte à perdre du pouvoir. Mais vraiment, voilà, le terrain s'est emparé de tout ce qui était à leur portée. Et ce qui restait à résoudre, c'était des problèmes de structure qui nécessitaient un accompagnement managérial à la transformation. On s'est souvenu de Pareto, vous savez, 20% des causes génèrent 80% des effets. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. On avait un petit nombre de problèmes, mais ils avaient des effets partout. Et puis on a réalisé aussi qu'on était à la limite de notre démarche. On avait une démarche très bottom-up. Et on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'action top-down, et qu'on avait besoin même des deux pour réussir. L'intégration de nos opérationnels dans les équipes agiles, c'est un de ces problèmes de structure. Et ce n'est pas le seul, je vais vous en partager quelques autres. Par exemple, il nous faut penser au MVP de process. Il faut alléger nos processus et les adapter à l'agile et au DevOps. Par exemple, l'approche client-centrique nous amène à financer de l'apport de valeur, à la différence de l'approche projet traditionnelle qui se concentre sur un triangle coût, qualité, délai. C'est vraiment un changement dans nos approches projets qui sont plutôt jalonnées, silotées. Il nous faut penser en termes de promesses plutôt que de réponses fermes à une expression de besoin avec des retours sur investissement bien identifiés. Ça a l'air de rien, ces trois petites bulles, elles ont l'air inoffensives, mais c'est une petite révolution. Et je vous parle toujours de DevOps là, je vous parle de notre capacité collective à s'adapter constamment aux besoins de nos clients. Un autre problème de structure, c'est par exemple, il nous est très difficile de mettre en œuvre nos bonnes pratiques DevOps lorsque certaines activités, elles sont gérées à l'extérieur de l'entreprise par un fournisseur dans le cadre d'une contractualisation. Il nous faut repenser nos modes de fonctionnement avec nos fournisseurs en intégrant leur maturité, agile et DevOps, et
et en établissant des liens gagnant-gagnant, et là aussi sur la base d'objectifs communs. Mais ça aussi, ça ne peut se faire qu'avec le support des leaders de l'organisation, et aussi avec des personnes qui sont au-delà de l'IT, avec des juristes, avec le service des achats. Et si on en revient à notre opérationnel dans les équipes agiles, ben, peut-être, je dirais sûrement, qu'il faut repenser le partage des tâches et le faire en s'éloignant d'une fiche métier ou d'une équipe de rattachement. Il faut repenser de façon très pragmatique le partage des tâches, y compris entre Dev et Ops, et en appliquant les méthodes éprouvées de l'agilité. Aujourd'hui, à la Digital Factory, on sait mettre en œuvre des équipes pluridisciplinaires lorsqu'on en a besoin. On sait fluidifier nos processus techniques et nos processus projets, au cas par cas. Mais c'est toujours du cas par cas et ça nous demande toujours un effort. On se heurte à la barrière de la démultiplication. Mais pour pouvoir faire du DevOps à l'échelle de notre entité, il faut trouver des solutions qui marchent à l'échelle de notre entité et au-delà des équipes de Dev et d'Ops. Et c'est vraiment ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et pour ça, on est de nouveau en recherche d'inspiration. Alors on va dans des conférences. Par exemple, cette année, on est allé au DevOps Enterprise Summit, dont le sujet était le DevOps à l'échelle. On n'est pas les seuls à avoir le problème. Aujourd'hui, j'ai entendu des choses très intéressantes aussi. Et puis, on regarde ce que font les entreprises autour de nous. On regarde ce que font les entreprises très différentes de nous. On a regardé ce que faisaient les entreprises libérées. On a regardé ce que faisait Spotify ou Netflix. On regarde ce qu'on fait en interne du groupe Orange, parce que Orange est riche aussi de sa diversité. Et on a en interne des équipes autonomes qui regroupent Dev et Ops. Et on a de la gouvernance adaptative qui s'inspire de l'holacratie et qui est en train d'être expérimentée par quelques-unes de nos équipes. Et puis on relève nos manches. Donc au mois d'octobre, on a organisé un atelier qu'on a nommé « Joindre l'agile à l'agréable ». Moi, je le trouve très joli, le nom de l'atelier. Cet atelier, il a mobilisé notre intelligence collective. On était une 50aine de personnes, ce qui est pas mal à notre échelle, de tout profil. Dev, Ops, des gens avec une vision marketing, des contrôleurs de gestion, des managers, des grands managers, des pas managers du tout. Et on a réfléchi aux causes racines de ce qui grippait les rouages de notre entité. Et à partir de là, on a défini des chantiers sur lesquels on voulait s'investir pour trouver des solutions concrètes et applicables localement pour nous. Des chantiers qu'on a voulu et qu'on veut mener en agilité, de façon à fournir au plus vite ce qui apporte le plus de valeur pour nos clients. Nos clients, nous-mêmes. Donc si vous voulez savoir ce que ça donne, parce que là ça démarre tout juste, vous pouvez m'inviter l'année prochaine, il paraît que c'est les 10 ans de l'Agile Tour, moi je reviendrai volontiers. Ces chantiers démarrent tout juste, mais ils rejoignent des initiatives déjà en cours. Par exemple, on travaille déjà à l'évolution des métiers, parce qu'on sait qu'on a besoin de profils hybrides pour pouvoir mettre en place des équipes pluridisciplinaires qui marchent. Ce sont ces profils qu'on appelle T-shaped et P-shaped. Ce sont des personnes ayant une ou deux expertises et la capacité de travailler en transverse. Et donc ce sont ces profils qui permettent de faire le liant dont on a besoin dans les équipes pluridisciplinaires. Alors pour mon retour d'expérience, c'est par exemple un développeur qui est monté en compétence sur les outils de déploiement. Donc ce sont des outils plutôt opérationnels. Eh bien, cette personne qui, à la croisée des chemins, elle a vraiment aidé à alimenter un climat favorable entre deux équipes, Dev et Ops, ne serait-ce que parce qu'il est capable de parler les deux langues. Il est capable de traduire les attentes des uns et les attentes des autres. Un autre exemple, c'est que, par exemple, aujourd'hui, tout est code. L'infrastructure est code. Et donc, on a des développeurs qui sont allés dans les équipes d'infrastructure pour les aider à monter en compétences dans le développement. Mais ces développeurs, lorsqu'ils sont rentrés dans leurs équipes, ils étaient montés en compétences sur le monde opérationnel, et donc ils ont pu partager ça avec leurs équipes de départ. Donc voilà, c'est peu de choses, mais en fait, ça change tout. Ce type de profil, ça nous permet d'envisager plus sereinement la mise en place d'équipes pluridisciplinaires.
je vais faire une petite parenthèse là. Dans la littérature, j'ai rencontré aussi la notion de comb shaped. Alors je vous la montre parce que je ne veux rien vous cacher. Je ne sais pas vous, mais moi, l'image qui me vient à l'esprit lorsque je vois ça, c'est celle-ci. Alors c'est une compétence très désirable. C'est juste, j'en ai pas souvent croisé dans la nature. Mais bon, on revient à nos moutons. Ces compétences nouvelles, elles nécessitent un encadrement nouveau, apte à leur déléguer les décisions sur lesquelles ils ont la meilleure connaissance, la connaissance du terrain. Le directeur de la Digital Factory, Fabrice Couder, m'a dit un jour, DevOps, pour une DSI, c'est du lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce n'est pas vraiment dans l'ADN de l'encadrement traditionnel, qui distribue des activités, des objectifs individuels, qui gère, qui contrôle, qui rend compte. Margaret Heffernan, qui est auteure de livres sur la posture managériale, donne 3 caractéristiques des équipes qui gagnent. La première caractéristique, c'est que dans ces équipes, les personnes dans ces équipes ont un haut niveau de sensibilité les unes aux autres. Dans ces équipes, on donne à peu près le même temps de parole à chacun. Et il y a plus de femmes dans ces équipes. Je vais vous le dire autrement. La force des équipes qui gagnent réside dans l'interaction entre des personnes au profil diversifié. Eh bien, il faut des managers aptes à alimenter cette dynamique-là. Si on reprend ma course de relais, le manager, il doit permettre à chacun de s'accomplir individuellement. Mais il doit aussi nourrir tout ce qu'on ne sait pas mettre sous forme de KPI. La fluidité des échanges, la bonne connaissance que chacun a de l'autre et la confiance qui va avec. Et puis, le manager, il est là aussi pour permettre à l'équipe de s'adapter continuellement. Donc, il va donner à l'équipe la capacité de s'auto-organiser. Il va les aider à faire preuve de créativité, il va donner le droit à l'erreur. Et puis, parce que l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance, ce manager, il va aussi apporter une vision, il va permettre à l'équipe de garder le cap de l'entreprise. Lorsque j'ai écrit cette présentation pour vous, je l'ai partagée avec mes collègues, et certains, lorsqu'ils ont vu cette image, ils n'ont pas vraiment compris. Et pour moi, elle est une évidence. Alors, je vois le manager sur le terrain. Par sa posture, il donne la direction. Il sert de tremplin à l'équipe qui peut aller plus haut. Notez que sa position, elle n'est pas la plus confortable, hein, mais elle est essentielle. Est-ce que je vous étonne si je vous dis qu'on ne devient pas une licorne DevOps en un jour? Bon, sauf si on a des parents licornes et qu'on est licorne, mais ça, c'est plus rare. Non, c'est une transformation qui prend du temps, durant laquelle il faut rester zen. Il faut inspirer, trouver de nouvelles sources d'inspiration, des nouvelles sources d'énergie pour pouvoir garder le cap. Et c'est difficile de rester zen parce qu'on est inondé de messages qui nous promettent l'outil DevOps magique. Parce que si l'humain, les processus adaptés, l'organisation ont un rôle essentiel dans une transformation DevOps, l'outil, il n'est pas juste optionnel dans cette histoire, il a vraiment un rôle à jouer. Le rapport Puppets d'Ora, l'état du DevOps 2017, je vous conseille sa lecture, souligne le rôle essentiel de l'environnement technique. L'accompagnement à la transformation, le leadership de transformation sont incontournables dans une démarche DevOps. Mais on ne peut pas atteindre les plus hauts niveaux de performance sans une architecture adaptée, avec des unités plus petites, fortement découplées, avec une culture de l'excellence technique forte. L'outil n'est juste pas essentiel. Alors peut-être que là, vous vous attendez à ce que je parle de certains de ces outils. Je ne vais pas le faire. Je sais que c'est moche, mais je ne vais pas le faire. Alors pourtant, j'ai du matériel. À la Digital Factory, l'intégration continue est là depuis longtemps. On a du déploiement continu sur certaines de nos applications. On a un bon
environnement technique, nourri d'open source, un environnement même un peu fertile. On a des outils, je pourrais vous parler de Cloud Foundry, d'Ansible, de Docker, de GitLab CI, de Jenkins, de, je sais pas, de LK, de MongoDB, de tout ça, de plein d'autres, on en a plein. Alors, seulement, l'outil bien employé n'apporte de la valeur que dans un contexte donné. Et ça n'aurait pas de sens là que je vous fasse la promotion d'un plutôt que l'autre, comme ça, sur un petit coin de table. Enfin, vous pourriez me dire, alors c'est quoi le mieux? C'est Ansible ou Safe Engine? Sauf que la réponse est, ça dépend. Ça dépend, vous avez besoin de pull ou de push, vous avez besoin de capitaliser vos configurations ou pas? Ça serait un peu comme lancer un grand débat sur les éditeurs de code. Par exemple, c'est quoi le mieux? C'est VI, Emacs ou Eclipse? Allez, chiche, moi je vous lance un grand débat épique où à la fin tout le monde aura raison, parce que chacun aura répondu à l'aune de son contexte et de ses besoins. Les outils que nous employons, eh bien, ils répondent à nos besoins et aux hommes qui en font l'usage, parce qu'au bout de l'outil, on trouve toujours un homme. Vous vous rappelez de mes 4 piliers et l'équipe au centre? On a parlé de partage, on a parlé de mesure, on a parlé de culture. L'automatisation, c'est le 4e pilier. L'outil sert l'automatisation de tout ce qui est répétitif. L'automatisation, elle permet de gagner en qualité, en efficacité. Alors l'outil dont parfois on pense qu'elle va permettre de faire des économies, et là c'est le drame parce que ça a un coût, et le coût il n'est pas négligeable. Mais sauf si l'objectif c'est ça, mais là on n'est pas dans le retour vers le futur, hein, on fait un grand bond dans le passé. L'automatisation, elle sert à gagner en qualité, en efficacité, en rapidité, mais elle sert d'abord et surtout à libérer du temps de cerveau pour ce qui apporte de la valeur et innover. Et l'innovation, c'est bien le nerf de la guerre pour les entreprises aujourd'hui. On vit dans un monde VUCA, il est volatile, incertain, complexe, ambigu. La révolution numérique a changé les règles. Toute entreprise est éditeur de logiciels. Vous avez entendu cette phrase, « Software is eating the world ». Nos clients attendent de nous tous les jours des choses nouvelles. Au niveau du groupe Orange, par exemple, 78% de nos clients attendent une promotion personnalisée. 80% de nos clients grand public attendent au moins 3 nouvelles fonctionnalités par semaine. Savoir reproduire à l'identique, à l'infini, ça ne répond plus du tout à notre besoin. Ce dont on a besoin, c'est de savoir se reconfigurer chaque jour. Et DevOps, couplé à l'agilité, c'est un bon moyen d'atteindre cet objectif. Et l'autre, que cet objectif fait sens pour les équipes. Lorsqu'elles n'ont pas cette peur sourde de perdre leur emploi, parce que si elles automatisent ce qu'elles font, eh bien, elles vont disparaître. Hein. Lorsque les équipes savent qu'on les attend ailleurs, sur des choses valorisantes, eh bien, DevOps, c'est aussi une bouffée d'oxygène pour les équipes. Parce qu'il faut des talents pour innover, hein, et les talents, ils ne sont pas là pour appliquer des procédures. Le temps libéré des tâches répétitives par l'automatisation, ça permet de gérer des problèmes complexes. Dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui, c'est un monde de geeks, ben c'est aussi ça qui nous fait nous lever plus volontiers le matin. Donc voilà, DevOps, ça peut être une démarche qui apporte de la sérénité autant aux clients qu'aux équipes. Ça donne le vertige? Vous imaginez, on est parti d'un problème d'équipe qu'il faudrait aligner sur le même objectif. Et on est en train de parler d'une transformation profonde de l'entreprise. Vous pensiez avoir une dette technique? Eh bien, moi, je vous dis que pour pouvoir faire du DevOps, il va falloir traiter votre dette culturelle et qu'elle est tout autant importante. Alors, la bonne nouvelle, c'est que DevOps, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, même si vous n'avez pas encore identifié tous vos bons outils, mis en place des pipelines automatisés, mis en place la belle architecture découplée, vous pouvez quand même démarrer dès maintenant, parce que démarrer par la culture, c'est la portée de tous. Alors, vous ne serez pas de suite dans les high performers tels que définis dans le rapport Puppets-Dora, mais vous serez définitivement en chemin pour y arriver. C'est un risque à prendre. Hein. Pour reprendre une phrase de Paulo Coelho, si vous trouvez l'aventure dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Avant de vous quitter, je n'avais pas envie de vous laisser sur un cliché. Lorsque je me suis présentée, j'ai négligé
de parler de ma passion. Ma passion, c'est le voyage. Le voyage parce que ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet de bousculer mes certitudes, ça me permet de grandir. Et j'espère vraiment vous avoir apporté un petit quelque chose en partageant mon histoire DevOps aujourd'hui. Mais si je suis là, c'est parce que ça m'a permis de vous rencontrer, d'écouter, d'apprendre. Et je repars avec mon panier plein d'idées. Alors moi, je voulais vous remercier pour ça. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie, pour avoir partagé votre expérience. Merci pour votre passion, parce que c'est ça qu'on a senti dans la dernière heure. Merci beaucoup. Est-ce que vous me permettez d'ouvrir les micros, si des gens ont des questions pour vous? Oui, bien sûr. Alors, on y va avec la même démarche ou une réaction, si vous le souhaitez. C'est notre dernière occasion, mais on vous donne la possibilité de le faire avant de conclure notre journée. Non, très bien. Alors, vous êtes avec nous. Puis, est-ce qu'on vous garde avec nous pour la portion cocktail tantôt? Ah ben oui, bien sûr. Les cocktails au Québec, c'est vraiment super. Merci beaucoup, Stéphanie Merci Jean. On vous. vous applaudit. Merci d'avoir été Merci. avec nous pour partager tout ça. Merci.